À mon sens, des sujets assez bateaux. Hein, peut-on prouver une hypothèse scientifique? Ça, c'est une problématique assez courante qu'on voit en cours. La nature dénature-t-elle l'homme? C'est formulé de façon singulière, mais ça renvoie à la grande distinction entre nature et culture qu'on voit en cours. L'art est-il moins nécessaire que la science? Le grand débat de savoir ce qui a le plus de sens et d'utilité, surtout entre l'art et la science, deux disciplines rivales en quelque sorte. Donc, je pense que ce sont des sujets dans lesquels les élèves pouvaient trouver des repères assez facilement. Après, la philosophie, c'est une question de réflexion personnelle et c'est surtout cette capacité à construire personnellement un raisonnement qui est évalué. Il y a toujours un peu les mêmes thématiques, malgré tout. C'est la morale, le travail, le bonheur. Morale, la politique, c'est une partie importante, mais qui est assez souvent délaissée, parce que un petit peu polémique, je dirais. Mais le désir, le bonheur, la liberté, sujet un petit peu à la mode. Avant de voir quelques-uns des énoncés dans le détail, direction le lycée Sophie Germain dans le 4e arrondissement de Paris. Où vous êtes, Célia Quiré? Quelle ambiance à la sortie des salles d'examen? Alors justement, en filière littéraire, les élèves ont été plutôt surpris ici par les sujets. Peut-on prouver une hypothèse scientifique? Vous en parliez. Ou encore, l'homme est-il condamné à se faire des illusions sur lui-même? En revanche, Sophie, en terminale économique et sociale, est plutôt confiante. J'ai pris l'art est-il moins nécessaire que la science? J'ai répondu que non, c'était pas moins nécessaire, parce que l'art c'était une évolution de la société, enfin c'était une évolution de l'homme, mais en même temps que la science c'était aussi important. Et en troisième partie, j'ai dit que la science et l'art pouvaient s'apparenter, donc pouvaient être à la fois scientifique et un artiste. Par exemple? Par exemple les philosophes. Parce que ils analysent, c'est des scientifiques dans le sens où ils analysent le comportement humain, et en même temps on peut les apparenter à des artistes ils écrivent ce qu'ils pensent, donc ils font des livres intéressants, donc voilà. Alors les philosophes, vous l'entendiez, sont peut-être des artistes, mais la philosophie reste une matière difficile pour les élèves de terminale. Ils ont beaucoup de mal à juger eux-mêmes leur copie. Benjamin. J'étais pas très inspiré par le sujet. C'était l'égalité menace-t-elle la liberté? Donc c'était pas mal de cours quand même, mais c'était assez difficile en fait de trouver quoi dire sur le sujet. J'ai pas trop réussi, je pense. T'as répondu quoi? Que l'égalité était nécessaire à la liberté pour tous, parce que s'il n'y avait pas d'égalité, il pouvait certes y avoir des libertés pour les plus puissants, mais pas pour les moins puissants. Et donc voilà, au final j'ai répondu ça, quoi. C'est dur la philo? En terminale, ouais, c'est assez dur parce qu'on fait qu'un an de philo, au final, on découvre une nouvelle matière mais nous, on a quand même coefficient 4, ça peut être déterminant, donc ce serait mieux qu'on commence en première, je pense. Voilà, certains lycéens, vous l'entendez, souhaiteraient commencer la philosophie dès la classe de première. En tout cas, les élèves de terminale générale ont rendez-vous demain matin pour l'histoire-géographie et toutes séries confondues, le bac se termine le 24 juin. Les résultats seront affichés le 5 juillet. Célia Quiré en direct du lycée Sophie Germain dans le 4e arrondissement de Paris avec Arthur Gerbeau pour les moyens techniques. Francis Métivier. La liberté a besoin d'égalité, disait ce jeune élève. C'est une bonne réflexion qu'il a eue? Oui, après, il faut quand même définir les concepts. Qu'est-ce qu'on entend par liberté? Est-ce la liberté individuelle de faire tout ce que l'on veut? Parle-t-on au contraire d'une liberté qui est définie dans un cadre collectif? Qu'est-ce qu'on entend par égalité? Égalité proportionnelle. Proportionnelle à quoi? À ses besoins, à son mérite, ou égalité stricte? Là, les réponses, si tant est qu'il y ait des réponses en philosophie, les traitements varient en fonction aussi de la façon dont on peut définir les concepts. Il n'y a pas de réponse unique. En fait. Oui, c'est ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de corrigé type. Parce qu'on va nous dire sur France Info, on va trouver les corrigés types. Voilà, pas du tout. Ce qu'on a mis avec mon collègue, ce sont des pistes, des plans possibles, des problématisations possibles, mais on n'est pas en mathématiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse, un résultat. Il y a différentes manières de traiter les mêmes questions et différentes bonnes copies qui seraient très différentes, qui sont très différentes. Parce que chaque réponse appartient à la réflexion de celui qui l'apporte. Ce qui est évalué, c'est la capacité à construire personnellement un raisonnement. La philosophie, disait notre élève, c'est dur comme matière. On a une seule année de cours. Ils le disent, vos élèves, ils le ressentent, c'est compliqué pour eux? Ils le ressentent, c'est compliqué, mais dans l'ensemble, malgré ce que l'on peut dire, ils sont motivés. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, sans le savoir, dès le début de l'année, des compétences intellectuelles. Il s'agit de les approfondir, de les aider à les mettre en œuvre. C'est vrai qu'un an, ça fait court parce qu'il y a un examen qui est
difficile à la fin de l'année, mais avec un bon travail, on y arrive. Et moi, je suis assez favorable par ailleurs à l'idée de faire un enseignement de la philosophie avant la terminale. J'ai même fait une fois une expérience en CM1, CM2, donc les enfants ont quelque chose à dire. Mais c'est vous qui faites de la philo avec la musique, hein, le rock. Oui. Enfin, on a vu un reportage hier et votre livre parle de ça. Allez, on va regarder déjà un ou deux énoncés. Le premier, tiens, l'homme est-il condamné à se faire des illusions sur lui-même? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, on peut partir de la célèbre phrase de Socrate qui nous dit « connais-toi toi-même », ce qui est toujours utile dans la vie. Enfin, on veut tous savoir qui nous sommes, ce que nous valons, mais on est confronté là au problème de la subjectivité. Est-ce qu'on peut avoir sur soi un regard objectif, et est-ce qu'on n'est pas au fond condamné à se faire des illusions sur soi-même quand on essaie de s'identifier, de se connaître? Et il y a le mot condamné qui est important. Est-ce une condamnation qui relève de la fatalité? Est-ce une condamnation définitive? Est-ce que cette illusion qu'on a sur soi-même, c'est une maladie dont on peut se guérir? Voilà, il y a des pistes comme ça qui peuvent aller de l'idée sur laquelle l'homme est condamné radicalement à se faire des illusions sur lui-même, à l'idée que l'homme peut avoir malgré tout sur lui un regard assez lucide, en passant par une étape intermédiaire qui consisterait à dire que les illusions qu'on a sur soi-même, c'est une maladie, mais qui se soigne finalement. Y aurait-il un hors-sujet à éviter? Une idée, une fausse idée? Le hors-sujet, il serait lié à une mauvaise interprétation de la formule « se faire des illusions sur soi-même ». Par ailleurs, comme c'est une formule relativement courante, c'est pas formulé comme un concept, hein, c'est se faire des illusions sur soi-même. C'est une phrase assez courante. Je pense pas que ce soit propice au malentendu, en fait, au contresens. Alors j'aime bien l'autre, moi, parce que effectivement, vous le disiez tout à l'heure, il y a tout un peu la problématique de l'homme et de son développement. La culture dénature-t-elle l'homme? Le hiatus culture-nature. Voilà, c'est un grand classique. On peut partir d'un exemple, une femme qui accouche. C'est un fait naturel, c'est un fait biologique. Mais si l'accouchement est médicalement assisté, on va dire que c'est un fait scientifique et culturel. Voilà, c'est un exemple de départ qui montre l'ambivalence de l'homme, qui est à la fois un être de nature et un être de culture. Et la question nous interroge sur l'influence que la culture peut avoir sur notre nature. Le sujet est difficile parce qu'il nécessite de définir ce qu'est une nature de l'homme. Y a-t-il un homme naturel? Y a-t-il une nature humaine? C'est ce que le sujet présuppose et c'est ce qu'il faut démontrer en partie dans la copie. C'est ce qui nous différencie de l'animalité en quelque sorte? Notamment. S'extirper de l'animalité? Notamment. Et la conscience humaine qui amène Après, il y a beaucoup de choses. Le concept de culture est au programme et comprend des notions telles que le travail, la technique, l'art, et ce sont des exemples qu'on pouvait effectivement développer pour montrer que en quoi la nature pourrait retirer à l'homme une certaine nature. Mais il faut encore définir quelle est cette nature première, enfin un peu brute de l'homme. Bon, on va pas définir, enfin pas regarder tous les énoncés les uns après les autres. D'abord, vous n'avez pas planché sur tous. Non. Comment vous avez vécu cet exercice, Francis Métivier, d'être finalement dans la peau d'un de vos élèves pendant quelques heures ce matin à France Info? Je vais pas me vanter, mais c'est mieux que ça parce qu'avec mon collègue, on a fait quand même 2 sujets en 2 heures. Les élèves font un sujet en 4 heures, mais en même temps, on est les profs, donc. Oui, évidemment. Non, mais c'est. Et puis de réfléchir pour les auditeurs en même temps, d'apporter des éléments de réflexion. C'est intéressant d'être sur une chaîne de service public et d'apporter quelques éléments, et j'espère qu'ils seront rassurants pour les élèves, et en particulier clin d'œil à mes élèves du lycée du Plessis-Mornay à Saumur. Et quand un gamin disait tout à l'heure dans le reportage de Célia Quilleret, être philosophe, c'est un peu être artiste, vous adhérez? Bon, j'adhère assez parce que j'aime assez l'art et en particulier le rock, mais bon, c'est un avis assez subjectif. Disons qu'il y a un caractère de création dans l'art et dans la dissertation philosophique parce qu'il faut la construire, cette dissertation. Merci en tout cas de vous être prêté au jeu. Merci à vous. Francis Métivier, prof de philo au lycée du Plessis-Mornay à Saumur dans le Maine-et-Loire, et votre livre s'appelle Rock'n'Philo aux éditions Bréal. J'ai encore dit une bêtise. Et non, pas du tout. Et on peut trouver sur internet des petites vidéos Rock'n'Philo en tapant Rock'n'Philo Francis Métivier. Voilà. Pourra détendre. Vous avez un site peut-être? On peut donner le site? Non, on tape voilà. Francis Métivier Rock'n'Philo en vidéo. Et en tout cas, sur le site france-info.com, il y a les corrigions, en tout cas les pistes de réflexion que vous avez